Nous restons un moment sur la Tunisie où nous analysons donc les résultats de la présidentielle qui donne Kais Saïed vainqueur avec 72,11%. Et Dimas, vous pensez que donc l'inconnu politique qu'il est n'est pas forcément un atout? Oui, comme je le disais, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître simplement par ses prises de position médiatiques qu'on a jugé très percutant, très pertinent. Mais vous savez, comme on le dit souvent, la critique est aisée, mais l'art est difficile. La politique, c'est un art. Et donc, mettre cet art en pratique n'est pas chose aisée, parce que c'est arrivé là-bas qu'on découvre des choses. La politique, c'est comme un jardin dont on voit de loin très fleuri, avec des fleurs. Mais quand on rentre dans ce jardin, c'est en ce moment qu'on découvre qu'il y a des ronces, il y a des piquants, il y a des abeilles, et il y a des choses qui font mal. Et donc, c'est pour ça que c'est les vieux briscards de la politique qui arrivent à s'en sortir quand ils prennent le pouvoir, ils captent le pouvoir comme cela. Mais on va respecter le choix des Tunisiens. Il va falloir que le nouveau président se fasse entourer de ceux qui s'y connaissent réellement et d'avoir un discernement très très poussé pour pouvoir discerner entre ce qu'on lui propose et la réalité du terrain rapidement. Sinon, il risque de se faire embarquer et il risque de commettre des choses pour regretter après. Et donc, que toutes nos chances là que la Samuel, je suis intéressé un peu au développement de Dimas tout à l'heure. Je ne suis pas totalement d'accord parce que ce sont ces genres de pensées qui amènent des gens à croire qu'ils sont les seuls, les indispensables. Il y a ce qu'on appelle protocole d'État. C'est parce que nous sommes dans des pays où ça n'existe pas. Où, par exemple, on pense qu'il faut venir avec toute sa famille, la femme, les enfants, tout et tout, pour qu'on se dise qu'on est chef d'État. Non. Quand vous êtes élu par le peuple, vous entrez dans ce qu'on appelle protocole d'État. Et c'est un peu comme le cabinet de la présidence, le cabinet de tel ministère, ou ainsi de suite, et tout, et tout. Vous savez que quand on prend, par exemple, des postes comme ministère du tourisme, ministère du truc, on ne nomme pas forcément des techniciens à ces postes, ce sont des postes politiques. Mais il y a quand même un noyau. C'est pour ça qu'il y a un cabinet qui fait le travail. Donc, le peuple est libre de faire son choix, que ce soit je donne toujours l'exemple de Lula da Silva, qu'on n'attendait pas au Brésil. Il a quitté le champ, il a atterri à la présidence de la République. Non. Lula a été un grand syndicaliste. Oui, gérer des choses, c'est pas politique. Il n'a pas géré des choses politiques. La gestion. Faisons attention. Sinon, à cette allure, on risque de faire croire aux gens que, je pense que c'est ce qui maintenant pousse les gens à créer à prendre une copine, un copain, un coquin pour créer des partis politiques un peu, pour faire croire que ce sont les politiques. Non. Le peuple a son choix. Et dès lors que le peuple fait son choix, l'État prend les dispositions pour que le choix du peuple soit acté. Et ça entre dans ce qu'on appelle protocole d'État. Si le président qui est élu ne sait pas, par exemple, il y a par exemple un service tout de suite qui est mis en place pour l'informer de ses habitudes, qui vont être les nouvelles habitudes à adopter. Donc, c'est un peu ça. Monsieur le Président, on voit ça partout ailleurs. Vous dites, par exemple, ça, c'est comme ça qu'il faut porter, si vous n'avez pas l'habitude de porter des gilets pare-balles. Mais vous entrez dans un protocole d'État qui vous impose pour votre propre sécurité, qu'il faut s'habiller maintenant comme ça. Et c'est comme ça. Ailleurs, par rapport, puisque vous incarnez l'image de tout un pays, on ne va pas vous laisser vous habiller comme un broussard pour arriver. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle protocole d'État. Et pour moi, je suis tout le temps sincère là-dessus, que le peuple est libre de faire son choix et ce choix mérite d'être respecté. Et ce qu'on met dans... Oui, non, parce que lui, il est constitutionnaliste, mais il est préféré aux politiques. S'il faut s'attendre que ce constitutionnaliste fasse la politique avant d'être élu, peut-être qu'on ne l'aura pas. Mais aujourd'hui qu'il est élu, puisque le peuple a choisi, alors le dispositif qui est mis en place pour soutenir n'importe quel kidam qui est choisi, doit l'accompagner dans sa profession, sa nouvelle profession de chef d'État. C'est de ça qu'il s'agit. Il parle ici du protocole. Et s'il suivait bien mon raisonnement, j'ai dit qu'au-delà
du salam alek protocolaire qu'il peut vite maîtriser. Ça, c'est autre chose. C'est ça qui va l'accompagner. Ah non, mais c'est rien. C'est ça qui lui dit ce qu'il attend. C'est ça qui lui dit ce qu'il attend. Président. Tu vois? Voilà, ça, je suis d'accord. Et j'aime ça. La gestion de l'État, tu dois. Mais on ne quitte pas. Non, mais il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Il y a l'école. Justement, il y a une école pour ça. Donc, on ne dérange plus les peuples. Qu'on juste les diplômés de cette école-là, qu'on nomme ministre, qu'on nomme président dans les États. Non, parce que ça décourage tous les jeunes, parce que tout le monde est présidentiel. Ça décourage les gens qui aspirent un jour à diriger leur pays. Si tu aspires à diriger un pays, tu prends toutes les dispositions en te formant en ce sens. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que pour même nos simples études, on vous dit d'aller faire des stages? Parce qu'on pense que chaque le stage du président de la République. Ce que vous faites, ça se fait dans la gestion politique. Les responsabilités politiques que vous occupez avant d'atteindre le sommet, c'est ça votre stage. C'est ça qui vous prépare. Et les indépendants qui sans parti politique, sans activité politique, sans expérience politique, deviennent chefs d'État. Tu mélanges les choses. Ils font quoi? Le fait d'être indépendant, de ne pas être dans un parti politique, ne t'empêche pas de gérer les affaires d'État. Il y a des technocrates qui sont appelés à gérer des affaires d'État, tel poste, tel... Mais ça, c'est leur expérience personnelle. C'est des expériences de gestion des affaires de l'État. Oui, mais c'est de ça qu'on nous parle. Alors, laissez-moi vous donner l'exemple. Dans nos communautés, juste une parenthèse, dans nos communautés, normalement, lorsque vous avez un foyer que vous gérez de façon responsable, vous pouvez prendre la parole parmi les aînés. Ça voudra dire que vous êtes déjà responsable. Non, ce n'est pas que... Il y a une nuance. Mais quand vous parlez d'expérience politique, c'est différent. Puisque c'est des affaires politiques. C'est des affaires politiques. Il faut avoir... Le sujet vous intéresse, cette question précise là. Non, je pense que deux confrères vont trop vite en besogne. C'est d'abord un professeur d'université. Voilà. Par contre, il a quelque chose. Voilà, très bien. Son bagage intellectuel, maintenant, il n'a pas cette culture de l'administration. Ça aussi, c'est une réalité. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est les défis qui l'attendent. Les défis économiques, ce n'est pas les réformes institutionnelles qui sont importantes. Ça, c'est important, mais après, ceux qui sont sortis pour créer cette révolution-là, ce n'est pas pour qu'on réforme l'Assemblée nationale ou qu'on révise la Constitution, c'est parce que les gens veulent manger. Donc, c'est par rapport à ces défis-là, est-ce que les attentes des Tunisiens seront comblées? Donc, il faudrait attendre qu'ils fassent 2 ou 3 ans. On essaie de voir s'ils s'en sortent ou pas. Maintenant, c'est trop tôt de dire je suis d'accord. Personne n'a dit ça. En même temps, personne n'a dit qu'il ne peut pas dire qu'il va réussir sa mission. Moi, s'inquiète parce qu'il n'a pas une culture de la gestion de la chose publique. Il peut l'apprendre, il peut l'apprendre. Comme il peut échouer. Mais moi, je pense que tous les deux, vous allez un peu trop vite en besoin. Non, c'est pas trop vite en besoin. C'est vrai que c'est pas le candidat idéal, mais de plus en plus dans nos pays, ce sont ce genre de candidats qui sortent. On a vu aux États-Unis, on a vu au Bénin, un peu partout. Même au Brésil, on en parlait. Il y a un flic qui est devenu président. Donc, c'est des candidats comme ça qui sortent avec des idées fortes. Comme Trump l'a fait aux États-Unis, au talent, il n'y a pas eu trop d'idées, il y a beaucoup plus les moyens financiers qui ont joué, mais de plus en plus dans le monde, même Macron, pourquoi pas en France. Macron était ministre. Oui, mais Macron était ministre. Personne ne le voyait. C'est autre chose. Avant d'être élu, personne on ne refuse pas. Ça, c'est autre chose. Mais Trump n'a pas été ministre. Non, ce que je veux dire, dans tous les pays, il va arriver que plusieurs présidents sortent comme ça. Voilà. Parce que les gens n'ont plus confiance à la classe politique. Très bien. On a vu comment tous ces premiers ministres-là, ces présidents... Trump a été longtemps politicien. Une vingtaine de candidats on lui a même reproché d'être... au premier tour au profit des gens que nous qualifions ici. Voilà. Mais c'est une expérience que les Tunisiens vont pouvoir faire. Voilà. Et à la fin du mandat du nouveau président... On va le juger. On va faire le jugement. Il a réussi ou pas. Personne ne dit, Samuel, personne ne dit que les Tunisiens ont fait erreur ou pas. Personne ne condamne ce président d'avance. Nous relevons les faiblesses qui peuvent accompagner ce choix.
certains sur le terrain peuvent vite apprendre. Hein. Il y a certains qui sont dotés de ces facultés-là, peuvent vite apprendre sur le terrain. Mais d'autres ont appris avant d'arriver. Ouais. Mais la gestion de la chose politique, on ne peut pas le faire ex nihilo. Ce n'est pas non plus parce que c'est le peuple qui l'a choisi que ce choix est exempt de toute critique. Ah non, vous voyez les Américains. Les Américains savent cela. C'est pour ça, pour eux, le choix final d'un dirigeant politique n'est pas entre les mains du peuple. Autrement dit, c'est Hillary Clinton qui devait être présidente des États-Unis. Parce que ceux qui l'ont voté au niveau de la masse étaient plus nombreux que les grands électeurs. Ouais, le vote populaire. Et donc, c'est pour dire que quoi? C'est pas cette histoire. Mais bien sûr. Parce que moi, j'ai jamais eu le chiffre. Hein. Mais comment il faut chercher les chiffres? Non, elle a 2 millions de voix. Elle a 2 millions de voix de plus que... Mais là même, si ces grands électeurs dont on parle devaient élire un politique, c'est Hillary qui passe. Non, je ne parle pas qu'il faut élire un politique. Moi, ce que je veux qu'on écarte, c'est exhiber la connaissance politique comme épée de Damoclès, comme la barrière à franchir avant d'être chef d'État. Non. Je veux juste qu'on respecte, dès lors que le peuple se prononce et fait son choix, la personne, qu'elle soit idéale ou pas, passe dans le protocole d'État. Tu penses que le peuple ne se trompe pas? Mais le protocole, c'est rien. Le protocole n'est pas les affaires de l'État, la gestion de l'affaire de l'État. Le protocole, c'est les ce n'est pas le chef de l'État qui analyse les choses. C'est rien. Il y a quand même des compétences qui existent. Le dernier mot revient au chef de l'État. Le dernier mot revient au chef de l'État. Mais après les analyses des techniciens qui viennent faire des démonstrations sur les risques et les avantages de telle ou telle décision, ça c'est très important. Il ne faut pas bloquer par exemple l'énergie que les jeunes sont prêts à mettre en œuvre et leur ambition de présider à la destinée de leurs États. Je voudrais qu'on évoque rapidement, Germain, en dehors du fait que c'est un inconnu politique, actuellement, il n'a aucune force au Parlement. Comment il gouverne? Il n'en a pas, mais il y a... Enarda qui l'a soutenu, et Enarda qui est aussi... Même si lui-même se démarque un peu, il ne veut pas qu'on dise qu'il est... Mais il a été soutenu de tous les côtés, de droite comme de gauche. Finalement, il a été soutenu, donc ça a dépassé de celle des partis politiques. Mais je pense que ça va se faire, et comme ça se fait au Bénin actuellement, et ça se fait au Bénin à plusieurs reprises, avec Yahya Boni d'abord qui est arrivé son parti, Talon le fait avec plus ou moins de succès. Et donc je pense qu'aujourd'hui les Tunisiens ont un objectif commun, c'est déjà réformer leur pays et puis régler les questions de pauvreté et de développement. Donc il a dit aussi, Rodrigue tout à l'heure, le perdant a tout de suite appelé le vainqueur, ce qui veut dire qu'il y a des défis plus importants que la victoire. Parce que gagner une élection, ce n'est pas l'essentiel, et développer le pays, ça va être une affaire de tous. Et donc je pense que le président va s'entourer de bonnes personnes. Je pense même qu'il va composer, à mon avis, un gouvernement de large union, parce que n'ayant pas de partis politiques, il va chercher toutes les ressources qu'il faut dans tous les camps, surtout que ces partis politiques sont d'ailleurs en difficulté. Il va aussi chercher dans la société civile. Et puis, comme on le disait, il est universitaire, il va chercher aussi dans le monde universitaire. Donc c'est possible qu'il forme une bonne équipe, une dream team à l'américaine, peut-être comme sur Roosevelt, et puis peut-être relancer le pays. Mais là encore, on attend de voir la première démarche qu'il va effectuer en tant que président de la Tunisie. Mais là où c'est un peu compliqué aussi pour lui, c'est que quand tu donnes l'exemple de Yahya Boni, par exemple, il est venu sans parti politique, mais il était porté par un certain nombre de partis politiques. C'est pour cela qu'il n'a pas trop souffert de quoi là. Celui-ci, ça dit que on le découvre, on pense qu'il peut faire l'affaire, on le soutient. C'est différent de venir avec un parti politique qui vous porte, pas nécessairement en vous présentant comme candidat, mais sur le terrain en vous soutenant bec et ongle. Mais ici, on le découvre pratiquement pour apporter son soutien. Et donc, je pense que ça lui serait un tout petit peu compliqué de former cette majorité-là
c'est-à-dire de refaire cette majorité pour pouvoir le soutenir, puisqu'il en a besoin. Surtout que le nouveau Parlement est tunisien composé de beaucoup d'indépendants. Beaucoup d'indépendants. Et ça lui revenait, ça lui revient alors de former ça. Ça lui serait quand même difficile, étant donné qu'on voit le parti qui l'a soutenu, Nada, est plus porté vers l'islamisme. Oui. Même Kais Saïd, et c'est une des questions que je voulais poser à Rodrigue. Donc, c'est plus compliqué pour lui. Il est perçu comme conservateur, très rigoriste sur les principes de l'islam. Pour lui, par exemple, les femmes ne doivent pas sortir non voilées, tout ça, alors que la société tunisienne a évolué sur ces questions-là. Et ça, c'est inquiétant. Oui, vous savez, c'est cette société tunisienne qui a évolué, qui l'a porté à la tête du pays. Il est parti sans base, si je m'en tiens aux différents développements. Mais sa base électorale, elle est laquelle? Il a essayé de prendre un peu de... Ça voudra dire que, pour moi, ça ne va pas être trop compliqué pour lui. Parce que les autres partis, c'est déjà un camouflé. Quand on vous écarte tous et qu'on porte quelqu'un d'autre à la tête, ils vont devoir chercher à se restructurer. Se restructurer, ce n'est pas forcément en étant rigide sur une position qui va conduire véritablement à leur disparition. C'est à eux maintenant de chercher à se refaire une bonne santé en composant avec l'autre, parce que l'autre, sans base, il a tenu un discours qui a convaincu et qui a permis de les écarter. Alors, pour aujourd'hui permettre ou je dirais, surfer sur le quota en matière de pôle électoral de l'autre, pour se refaire une santé, il faudra forcément composer. Et donc, moi, je les vois beaucoup plus prendre l'initiative de faire des propositions de tel, parce que c'est une sorte de redistribution de cartes et une reconquête. Donc, ça, pour moi, ça ne va pas être trop compliqué. On va parler maintenant du Bénin. On va l'évoquer en 10 minutes. On va faire le pari d'un tour de parole d'1 minute chacun pour faire 2 tours avant la grande pause. Le dialogue politique de Patrice Talon qui s'est achevé sans mesure phare. Le chef de l'État donc avait organisé cette rencontre sans inviter les principaux partis de l'opposition. À l'issue des échanges qui ont duré 3 jours et réuni 9 partis politiques, dont un de la majorité, il a déclaré avoir lu avec grand bonheur les conclusions des rapporteurs. Tout au long de vos échanges, vous avez pour repère essentiel le Bénin, son avenir et notre unité, s'est-il félicité. Chacun à sa manière a contribué aux résultats si positifs de ces assises. Bon, des assises d'IMAS qui, pour certains, ressemblent plutôt à une discussion entre copains, sans grand enjeu. C'est comme quelqu'un, quelque part, a forcé Talon de faire le dialogue. On l'a forcé de le faire et il l'a fait pour lui plaire. Alors, c'est l'apparence que cela donne. Parce que si tu voulais un dialogue, le voici. Ben voilà, tu voulais un dialogue, je te le fais. Parce que s'il faut réellement trouver une solution à la crise que traverse le Bénin, ce n'est pas le dialogue là qu'il faut faire. Parce que les vrais acteurs sont là, ils sont pratiquement écartés. Et puis, Talon s'est fait entourer de ses amis, a organisé un petit folklore. Et puis, bon, voilà, vous voulez le dialogue, ben, je vous le donne. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que l'essentiel est vraiment ailleurs. Germain, ça ne résout rien, ce dialogue? Bon, ça va résoudre un peu, mais pas grand-chose, parce que c'est vrai que les principales forces ont été écartées, mais il y a quand même le parti de Yahi Boni qui est présent. Une partie du parti. Une partie dissidente, en plus. Voilà. Désavoué par le patron. Voilà. Le parti est en train d'être divisé, qui a participé. Maintenant, Talon disait à l'ouverture donc de cette rencontre-là que ce n'est pas le signe de malaise démocratique s'il y a ce dialogue, parce que il y a eu une charte de partis politiques, un code électoral qui ont divisé la classe politique. Donc il faut trouver une solution. Et puis le Bénin, dans quelques mois, d'ici 5-6 mois aussi, s'apprête à organiser les locales. Donc il va falloir revoir comment les partis qui n'y étaient pas, donc de prendre part à ces locales. Moi, je crois que c'est l'objectif de Talon en l'organisant. Il n'a pas organisé ce dialogue-là pour régler les problèmes essentiels qui sont le retour
des exilés politiques, la libération des détenus politiques, l'arrêt de la chasse aux sorcières et tout ça. C'est pas pour ça qu'il a ouvert ce dialogue ou la reprise des législatives comme demandé par l'opposition qui est restée à l'écart. Donc je pense qu'il l'a fait par rapport aux prochaines locales en espérant, on parle du camp de Yahya Boni, que peut-être cette frange-là, dissidente-là, il participe. On dit qu'il y a eu quand même une petite ouverture, mais au même moment que ce dialogue se tenait, il y a ces assises de la résistance là aussi qui ont été organisées et qui viennent montrer clairement que le problème reste intact. Oui, d'accord. Rodrigue, est-ce que Patrice Talon n'est pas un peu dans une sorte de déni de la réalité politique qui se pose aujourd'hui? Parce que quand il dit, c'est un peu comme s'il disait, il n'y a pas de crise politique, il faut simplement résoudre les questions liées à la charte des partis politiques, au code électoral, alors que le malaise, on le sent, il est profond. Non, au fait, Patrice Talon s'enferme dans son orgueil. Il se rend aveugle d'une situation qui va le rattraper tôt ou tard. Vous savez, le Bénin n'est pas comme d'autres pays. Hein? Et bon, quand vous faites le choix... on a dit ça plusieurs fois, mais on l'a dit. Ils ont réussi les non, élections. écoutez, non, les élections. C'est pire, même ce qui se passe là-bas, mais c'est pire même qu'ailleurs. Attends. Quand je parle des élections, on sait comment on les a organisées au Bénin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends, non? Mais on ne va pas être longtemps dans cette façon de faire. Ça, je me demande s'il faut l'appeler dialogue. Puisqu'un dialogue, avant tout, c'est entre deux personnes qui ont des positions assez divergentes. On ne l'a pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une initiative qui vient renforcer les frustrations, parce que de l'autre côté, les autres aussi se préparent au cœur d'un mouvement de résistance. Et ils ont aussi organisé leur dialogue, une sorte de défense qui se prépare face à l'appareil. Et j'ai envie de dire, ça risque ou ça va chauffer. Parce que je me demande, Patrice Talon, même si c'est une initiative prise pour plaire à quelqu'un, il devait lui-même réfléchir par deux fois et savoir que tôt ou tard, ça va le rattraper. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a des défis à relever. Et il ne peut pas les relever seul. Il prend des initiatives. Il a juste fallu que le Nigeria ferme ses frontières, que tout de suite, ça continue, ça vient vers nous aussi. Parce que ça nous rattrape tous. Ouais. Alors, si c'est en matière de gestion d'un État, face à ces genres de problèmes, et que vous pratiquez la politique d'exclusion, mais vous n'arrangez rien autour de vous. Aujourd'hui, peut-être quelques individus ont quitté la formation politique de Yahya Boni pour le rejoindre, mais ça doit plutôt l'inquiéter. Parce que quand vous faites trop de mal aux gens qui un jour se lèvent et disent, bon, je viens vers vous, il n'y a plus de problème. Là aussi, il y a problème. Le débauchage politique au Bénin. Ce qui mérite. Non, je sais que c'est un sport favori. Maintenant, l'exemple par rapport aux illustres, c'est Candidat Zanaï. Voilà. Il fait le tour de tout le monde. Maintenant, par rapport aux élections locales qui vont arriver, vous savez, il serait beaucoup plus question d'élire des gens qui sont capables de faire ou d'apporter une solution aux problèmes que rencontrent les populations dans les différentes communes. Justement, et sur ce point, je seul sais si Patrice Talon va pouvoir s'en sortir. Justement, Dimas, l'une des principales recommandations du dialogue Talon, c'est l'amendement de la charte des partis politiques et le code électoral. Mais c'est quand même là la pomme de discorde avec les autres. Oui, il l'a évoqué, mais il ne peut pas le faire à fond avec ceux qu'il a en face. Ce n'est pas possible. Et donc, ce que Talon va faire encore, c'est d'aller droit dans sa logique. Je pense que sa conception de la chose politique, de la gestion de la chose politique n'a pas changé d'un seul iota. Il a dit que la façon, du moins ce qui permet à un candidat ou à un président de se maintenir au pouvoir, c'est sa capacité d'écarter les autres. Et il a dit clairement, mais il est toujours dans cette logique. Et pour lui, ça peut vous faire même, vous ne pouvez rien me faire. Il est dans la rupture. Ah ouais, c'est ce qu'ils appellent rupture. Mais moi, je ne pense pas que c'est une rupture. Pour lui, c'est comment faire pour écarter démonstration les autres. De force. Ouais, démonstration de force. Alors que
Il a l'appareil de l'État, il a les leviers de l'État. Je pense que c'est avec ça qu'il essaie d'écarter tout le monde. Bon, mais jusqu'à quand? C'est la grande question. Germain, Talon a dit quand même cette phrase qui est assez évocateur. Les recommandations ne remettent pas en cause la nécessité de réformer le système partisan. Oui, non, je pense que ça, c'est de la poudre aux yeux, hein, ce dialogue. C'est juste pour permettre d'aborder le local. Parce qu'il n'a pas envie de régler le problème politique. Comme Dimas l'a dit, il écarte les adversaires qui sont capables de lui battre. Sébastien Javon et Lionel Zinsou sont déjà out. C'est ceux-là qui étaient les mieux placés, en tout cas quand on prend la dernière présidentielle. Donc les deux sont disqualifiés. Là, le boulevard de banlieue, il n'a aucune envie d'avoir de la concurrence. Donc, on lui demande d'ouvrir un dialogue. Il essaie de l'ouvrir, mais à l'ouverture du dialogue, ce qu'il a dit, ce n'était pas encourageant. Ça veut dire qu'il ne tient même pas compte des autres revendications. Aucune des revendications. Tout ce qu'il veut, c'est se préparer le prochain local, espérer qu'il y ait d'autres partis qui s'ajoutent aux partis proches de la mouvance et aller au local. Je pense qu'il est dans cette logique. C'est un peu dommage. Dommage parce que malheureusement, il semble avoir le soutien de l'armée chinoise. Il semble aussi avoir le soutien de la communauté internationale qui, dans d'autres pays, aurait demandé qu'il ouvre un dialogue avec son opposition et qu'il reprenne ces élections-là. Mais pourquoi ça ne se fait pas dans le cas du Bénin? C'est un peu dommage. Et donc, il enfreint à plusieurs libertés, il limite tout ce qu'il veut. Peut-être c'est sa façon de mettre de l'ordre au Bénin, mais dans un pays qui très tôt a été habitué à la liberté. Est-ce qu'il y a le désordre oui, qui a été habitué à la liberté, à la démocratie. Vraiment, ce qui se passe aujourd'hui, à moins qu'il trouve des solutions miracles pour ramener la prospérité, et peut-être ça fera oublier un peu là, c'est pas gagné non plus. Il a déjà fait 2 ans et demi. La prospérité n'est pas au rendez-vous et la frontière qui est fermée ne l'arrange pas. Mais là, ceux-là aussi qui ont organisé les assises de la résistance, bon, je ne veux pas dire, mais c'est un non-événement aussi. Hein. Ça n'a pas une force coercitive. Non. Écoutez, peut-être que ça paraît ainsi, mais il ne faut jamais minimiser ces gens de tout. Vous savez, l'initiative, au fait, est soutenue par le groupe autour de Sébastien Japon et leurs alliés, les mêmes, qui avaient soutenu Patrice Talon pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Alors, c'est une sorte de défense, comme je le dis, parce que vous prenez quelqu'un comme Sébastien Javon, il ne va pas se permettre ou permettre ce loisir à Patrice Talon de passer le reste de sa vie à l'extérieur de son pays. Et donc, c'est une sorte de défense qui... Non, écoutez, vous ne savez jamais quand est-ce que ça va arriver jusqu'à ce que vous voyez la chose. On va aller à la pause. C'est très important, il ne faut jamais rien minimiser.